Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 11e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Alors, vous étiez hier à Pau avec le président de la République. Quel était le but de ce déplacement? Alors, à Pau, on a signé ce qu'on appelle un contrat de transition écologique. Et derrière le mot, en fait, c'est simplement l'idée de dire l'écologie, il faut que ce soit local, il faut que ce soit concret. Quand on installe des panneaux solaires, quand on réinstalle des maraîchers à la périphérie de la ville, quand on va vers des transports plus propres, tout ça, ça se fait à l'échelle d'un territoire, d'une ville, d'une communauté de communes. À Pau, tous les acteurs locaux ont travaillé avec le maire François Bayrou pour un projet qui fait 25 millions d'euros, une quinzaine d'actions, essentiellement énergie, beaucoup énergie verte, énergie renouvelable, solaire et hydroélectricité. Et à un moment, on signe parce que c'est prêt. On était très honorés de signer en présence du président de la République. Alors, pouvez-vous nous expliquer concrètement en quoi consiste l'écologie territoriale? En fait, l'écologie territoriale, c'est simplement de dire on a une très grosse transformation à faire. Il faut qu'on transforme notre manière de se transporter, il faut qu'on transforme notre manière de se loger, notre manière de se nourrir, notre manière de consommer, notre manière de produire. Et cette transformation, en fait, on peut l'inventer localement. Un territoire, des élus, des chefs d'entreprise, des associations peuvent se dire on a envie de développer de l'énergie plus propre, on a envie de faire plus d'économie circulaire. Hier, par exemple, il y avait une chef d'entreprise du secteur du BTP qui disait finalement, nous, on jette beaucoup de matériaux du BTP et l'école d'à côté, elle aurait besoin de matériaux pour l'enseignement et puis pour la construction. Autant récupérer ce qu'on jette plutôt qu'acheter d'un côté et jeter de l'autre. Donc c'est toujours des projets très concrets. De l'écologie industrielle, par exemple, on en a à Rochefort, où ils sont en train de travailler sur comment est-ce qu'on utilise les chutes de matériaux composites qui servent à faire des bateaux. À Vendôme, ils ont un lycée professionnel, ils ont décidé que ça serait le centre d'excellence français de réparation des voitures électriques. À Montbard, ils ont décidé qu'il serait le centre d'installation des unités de méthanisation, c'est-à-dire produire du gaz à partir des déchets verts. Donc dans chaque territoire, on peut se dire, voilà, nous c'est ça qu'on veut faire, c'est comme ça qu'on veut se développer. C'est à la fois économique et écologique, c'est ça l'écologie territoriale. Ok, alors autre sujet, la fermeture des centrales à charbon était l'une des mesures les plus emblématiques du président concernant l'écologie. On en est où? Sont-elles toutes fermées? Que faire des employés de ces centrales? Alors, c'était une promesse très importante du président de la République et on est en train d'avancer. Alors, il reste encore 4 centrales électriques qui fonctionnent à partir de charbon en France. C'est pas beaucoup, il y en a des dizaines en Allemagne, il y en a des centaines en Chine. En France, c'est 4. Ces centrales électriques, elles représentent l'équivalent en CO2 de 4 millions de voitures par an. Et elles font 2% de notre production d'électricité et 30% du CO2 émis par l'électricité. Donc on voit bien qu'elles posent vraiment un problème. En plus, on sait que progressivement, on peut les remplacer par des énergies renouvelables, donc on n'en a plus besoin pour la sécurité électrique. Donc on a décidé de les fermer. Le président de la République a souhaité qu'on les ferme pendant le quinquennat. Alors où on en est? Cette semaine, je signe 3 des 4 projets de territoire. J'étais au Havre lundi pour signer le projet de territoire qui accompagne la fermeture de la centrale du Havre. Et elle ferme en 2021. Demain, je suis en Moselle, à Saint-Avold, pour le projet de territoire de la tranche charbon de la centrale, parce qu'il restera 2 tranches gaz. Et cette fermeture aura lieu en 2022. Et puis je serai à Cordemais, en Loire-Atlantique, vendredi, pour accompagner la fermeture. Elle a également lieu en 2022, sachant qu'à Cordemais, la centrale restera en réserve pour pouvoir tourner quelques heures si nécessaire pour la sécurité d'approvisionnement. Sur ces 3 territoires, les projets sont prêts. Ils sont entre 250 millions et 420 millions d'investissements, donc c'est vraiment significatif. On s'y est tous mis, là encore, l'État, les collectivités locales, les entreprises. Et ça permet de recréer des emplois et de trouver donc des perspectives d'embauche pour les salariés qui sont concernés. Quand ce sont des salariés d'EDF, ils sont de toute façon reclassés chez EDF. Quand ce sont des salariés du privé, eux ont besoin de retrouver un emploi et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie dans ces projets de territoire pour créer des nouveaux emplois. Et là encore, on cherche des emplois liés à la transition écologique. Par exemple, au Havre,
ce sont des emplois sur les éoliennes, une usine de nacelles d'éoliennes. À Cordemais, à côté de Saint-Nazaire, c'est le développement du port. Et puis à Saint-Avold, en Moselle, ce sont des bus verts et puis une usine de réseau de chaleur à partir de combustibles recyclés. Donc la dernière, elle est dans le sud, à Gardanne. Là, le projet est moins avancé, donc on a encore quelques semaines ou quelques mois de travail pour arriver à faire un projet qui tient la route. Alors, on le sait, l'écologie a beaucoup mobilisé, et particulièrement cette année, au travers de nombreux rassemblements. La jeunesse s'est largement emparée de ce sujet. On assiste à une véritable prise de conscience de manière collective, mais aussi par les politiques. C'était une des grandes revendications des citoyens lors du grand débat. Vous qui avez accompagné le président lors de ses déplacements dans toute la France, qu'en avez-vous retenu? Que revendiquent les Françaises et les Français? Pour moi, la quasi-totalité des Français, ou la grande majorité des Français, souhaitent qu'on bouge sur l'écologie. Les jeunes, évidemment, on a toutes les marches sur le climat, toute cette prise de conscience. Mais on n'a pas que les jeunes. En fait, ce sont toutes les générations qui sentent bien que l'urgence écologique est là. Après, ce que moi j'ai beaucoup entendu dans le grand débat, et je pense qu'on le réentendra dans la Convention citoyenne sur le climat, c'est qu'il faut que les changements qu'on a besoin de faire, on les rende possibles à l'échelle individuelle et collective. C'est-à-dire qu'on propose des alternatives quand on a besoin de changer de comportement. Typiquement la voiture, on ne peut pas dire aux Français « écoutez, maintenant, il faut arrêter d'utiliser sa voiture du jour au lendemain ». Il faut trouver des solutions techniques pour les voitures elles-mêmes. Et d'ailleurs, on est en train de poser des normes de plus en plus dures sur les constructeurs de voitures pour que les voitures soient progressivement de moins en moins émettrices de CO2. Et puis, il faut monter le volume d'alternatives. Les transports en commun, le covoiturage, les mobilités type vélo ou autres, jusqu'à ce que le changement de comportement il soit possible, il soit simple, il soit facile. Donc on a une demande d'écologie. On a une demande de justice et de solidarité, c'est-à-dire que ça ne pèse pas sur les plus fragiles et les plus modestes, que tout le monde puisse changer, et que voilà, les solutions arrivent, et que donc on ne soit pas dans un truc un peu punitif ou incantatoire de voilà ce que vous devez faire, mais qu'on soit dans l'accompagnement. C'est pour ça que les projets locaux sont importants, et c'est pour ça que toutes les solutions individuelles sont importantes aussi. Alors, on est ressorti de la conférence de presse du président à l'issue du grand débat une volonté de faire participer les citoyens, et notamment sur le sujet de l'écologie. Emmanuel Macron a souhaité instaurer, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la Convention citoyenne pour le climat. Pouvez-vous revenir sur son objectif ? Oui, parce que c'est vraiment... En fait, c'est quelque chose d'innovant, donc c'est un saut dans l'inconnu, et c'est vraiment super important. Dans le grand débat, on avait 4 thèmes, dont l'écologie. Et ça a été très largement repris dans les réunions publiques et même dans les conférences de citoyens tirés au sort qu'on avait organisées pour une journée dans chaque région. Mais en une journée, quand on parle d'énormément de sujets, pardon, parce que l'écologie c'était l'un des thèmes, on ne fait pas le tour du sujet. Donc il y avait une demande, une idée que le président de la République a repris de dire il faut permettre à des citoyens tirés au sort qui représentent les Français de travailler vraiment sur les sujets écologiques. Le président l'avait demandé, on l'a fait. Cette convention, c'est 150 personnes tirées au sort, représentatives de la population française, des jeunes et des personnes plus âgées, des personnes qualifiées et moins qualifiées, des hommes et des femmes, tous les territoires représentés, y compris l'outre-mer. Ces 150 personnes vont se réunir pendant 6 fois 2 jours, 6 grands week-ends, pour travailler sur tous ces thèmes de la transition écologique. Se loger, se déplacer, se nourrir, produire, consommer. Et ils vont nous aider avec des propositions concrètes pour lesquelles, là encore, ils se sentent la responsabilité de faire des propositions qui vont pouvoir embarquer tout le monde et pas laisser une partie des gens sur le bord du chemin. Et face à cette responsabilité, le président est allé les voir lors de la dernière session de travail et leur a dit « Moi, je m'engage à reprendre vos propositions. Je les reprendrai d'autant plus facilement qu'elles sont précises, qu'elles sont détaillées, qu'elles sont claires. Et quand je les reprendrai, je les soumettrai soit au Parlement, soit directement à référendum. » Et le président s'est même engagé à revenir devant la Convention pour assurer un suivi et dire ben voilà, vous aviez fait, je ne sais pas moi, 10 propositions ou 40 propositions. Voilà ce qu'on fait sur la 1, voilà ce qu'on fait sur la 7, enfin, sur la 2, sur la 3, etc. Et donc, rendre compte devant les citoyens de ce qu'on a fait de leur travail pour que ce ne soit pas
un rapport dont on dit oui, c'est intéressant, il faut qu'on y réfléchisse. Donc c'est un exercice de démocratie directe qui va s'articuler avec la démocratie représentative traditionnelle avec le Parlement, voire avec un référendum. Et c'est vraiment intéressant, c'est la première fois qu'on fait ça en France. Et on pourra d'ailleurs le refaire sur d'autres sujets en fonction de comment ça évolue. Donc finalement, les propositions des citoyens seront écoutées par les pouvoirs politiques. Elles ne seront pas seulement écoutées, elles seront transformées en réalité. Le président a dit qu'il les reprendrait sans filtre. Mais simplement, pour ça, il faut que ce soit des propositions concrètes. Parce que si la proposition, c'est verdir les transports, c'est trop large. Améliorer l'alimentation des Français, c'est trop large. C'est une intention générale, c'est un objectif, mais ce n'est pas une proposition dont on peut faire quelque chose concrètement. Je ne dis pas que ce sera ça leur proposition, je pense qu'ils iront précisément beaucoup plus loin. C'est juste pour donner un exemple. Il faut arriver à des propositions concrètes, opérationnelles. Ça veut dire qu'il faudra qu'à l'intérieur de ce groupe de 150, ils trouvent un consensus sur des propositions précises. Il leur reste encore 3 sessions de travail, donc 2 sessions de travail, pardon, février, mars et avril, 3 sessions de travail. Et c'est pendant ces 3 sessions qu'ils vont arriver jusqu'à des propositions vraiment opérationnelles. Alors, quel est l'intérêt finalement d'écouter des citoyens par rapport aux chercheurs et experts du secteur ? En fait, les chercheurs sont là pour nous dire voilà ce qui est en train de se passer et voilà si on projette les décisions déjà prises, où ça va nous emmener. Et quand ils nous disent ça, ils nous disent le réchauffement climatique, ça s'accélère. On l'a encore vu, 2019 a été une des années les plus chaudes des 100 dernières années. Et sur la trajectoire sur laquelle vous êtes, ça ne suffira probablement pas pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et donc pour être à la hauteur des enjeux. Ça, c'est ce que nous disent les chercheurs. Les experts nous disent, voilà, techniquement, les mesures qui marchent plus ou moins bien. Mais après, c'est un sujet d'appropriation, d'acceptabilité, de capacité à entraîner tout le monde. Et ça, c'est une discussion qui est le monopole de personne. Ni les chercheurs, ni les experts, ni même les élus. On a besoin que cette discussion, elle soit vraiment avec tout le monde. Et finalement, en discuter avec des Français qui étaient néophytes au début du processus, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément des spécialistes, c'est aussi une idée de comment on va tous réagir quand on arrivera avec une proposition. Donc, ce n'est pas à la place, c'est complémentaire. Le gouvernement ne s'est pas arrêté d'agir pendant que la Convention citoyenne travaille. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, on a lancé une nouvelle aide plus simple, plus facile, plus rapide qui s'appelle MaPrimeRénov'. Les centrales à charbon, on est en train de les fermer. Sur l'agriculture, on est en train de travailler à la sortie du glyphosate et à la réduction des pesticides. Donc, on ne se met pas derrière le travail de la Convention pour dire on ne fait plus rien en attendant, mais la Convention peut nous aider à aller encore plus loin. Et c'est beaucoup un sujet de partage, d'appropriation, de compréhension. Et il faut que ça sorte des débats d'experts. Du coup, comment les citoyens formulent-ils leurs propositions, n'étant pas justement des professionnels du secteur ? C'est encore un peu tôt pour répondre, parce que pour l'instant, on a des débuts de propositions, mais qui ne sont pas prêtes. Mais il faut que ces propositions, elles soient faites par des gens comme vous et moi et compréhensibles par des gens comme vous et moi, comme tous les Français. Donc, on a besoin d'absorber de l'information et des données pour prendre des décisions de façon informée. On a besoin d'experts pour nous dire ça c'est facile, ça c'est difficile techniquement, voire ça c'est quasiment impossible. Mais à un moment, il y a simplement besoin d'avoir un consensus sur des choses simples. Et les citoyens vont aussi nous aider à ce que ça reste simple. Alors, le président s'est rendu au CESE, donc Conseil économique, social et environnemental, la semaine dernière. Que faut-il retenir de son intervention ? Justement, le CESE, c'est juste l'endroit où cette convention se réunit. Il leur a dit un peu ce que je viens de vous dire là, à savoir, il leur a dit, vos propositions, il leur a dit, vous faites un travail très important et merci, parce que c'est vraiment clé. Je respecte ce travail et ma manière de respecter ce travail, ce sera de reprendre vos propositions
de les soumettre au Parlement ou au référendum et de venir vous en rendre compte. Donc voilà, il leur a dit toute l'importance qu'il accordait à ce travail et il leur a dit toute la responsabilité qu'ils avaient et qu'ensuite lui-même reprendrait ses responsabilités. D'ailleurs, ça a été bien accueilli. Et enfin, est-ce que ce type d'exercice, s'il fonctionne, s'il s'avère être bénéfique, concernant les problématiques écologiques, sera-t-il renouvelé ? Moi, je trouve que ce serait bien de faire ça régulièrement, pas forcément que sur l'écologie, mais ça peut se poser sur des débats de société un peu compliqués. Ça a été utilisé, ce type de processus, en Irlande pour le débat sur l'avortement, puisque c'était avant la légalisation de l'avortement en Irlande. Donc on pourrait imaginer d'utiliser ce type de processus pour des questions de société un peu délicates, sur lesquelles finalement c'est utile d'avoir un regard de gens qui ne sont pas des spécialistes et qui aident à avancer. Donc j'espère qu'on aura de belles propositions, qu'on va les reprendre, que ça va nous aider sur le chemin de la transformation écologique et que du coup, tous les ministères, tous les sujets, tout le monde aura envie de traiter ça à travers une convention citoyenne. Bien, merci Emmanuelle Wargon d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On se retrouve vendredi pour un nouveau Facebook Live avec Stanislas Guérini et nous parlerons des municipales. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Merci et à vendredi.